Bonsoir, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans la nuit du 12 janvier 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Il est quasiment 10h43 du soir. Mais nous aimerons simplement vous parler encore de l'effondrement d'une partie du viaduc au Congo, Brazzaville. Vous savez qu'il y a quelques jours, nous avons tous vu ce scénario de l'effondrement du viaduc construit par Sassou Nguesso, bien sûr avec les entreprises qui leur appartiennent, dont ils ont donné la connotation entreprise chinoise ou entreprise française. Mais en réalité, toutes ces entreprises appartiennent à Sassou Denis, pilotées par Bouya Jean-Jacques. Vous savez, Bouya Jean-Jacques l'a dit d'une manière claire qu'il est simplement le délégué aux grands travaux, mais le projet de grands travaux appartient simplement à Sassou Denis. La vision simple des choses, c'est que le président met en place un programme, il veut le réaliser. Le réaliser par lui-même. Le réaliser pour son peuple et par lui. Alors, il met en place une structure pour le compte du pays qui s'occupe de l'ensemble des projets d'aménagement du territoire et des projets structurants. Conduit, vérifié, examiné au jour le jour par lui-même. C'est la délégation générale aux grands travaux. Vous voyez bien que le terme délégation veut dire qu'il y a quelque part un responsable des grands travaux comme tel. Nous sommes responsables de la délégation. Donc par délégation de ces grands travaux qui sont suivis par le président. Il était important et essentiel que le président de la République, pour des projets importants de transfiguration de notre pays, suive lui-même. Mais je pense que... Lui-même. Nous savons que si nous étions dans un pays sérieux, il devait donc y avoir l'intervention totale de la justice. La justice devait chercher à savoir le pourquoi et le comment de l'effondrement de cette section de ce viaduc qui a été construit au coût de 2 milliards de l'argent du contribuable congolais. Mais avant que nous ne rentrions là-dedans dans notre analyse, nous aimerons tout d'abord aller vous faire écouter ce que déjà la télé Sassou a parlé. Vous vous souvenez, hein, nous on a l'habitude de vous dire que le Congo est déjà rentré dans la phase 0 de l'apocalypse. Hein? Et nombreux parmi vous ont l'habitude de nous venir nous fustiger pour dire que nous exagérons. Hein? Mais nous devons donc aller repartir dans la télé Congo, ce que déjà les journalistes ont dit, hein, de ce qui se passe au Congo. Mais ce que vous devez savoir, c'est que cette télé-là, tout est censuré. Hein? Tout ce que les journalistes disent est censuré. Cette télé Congo-là est là pour faire la propagande du régime Sassou. Hein? Donc, tout ce que les journalistes disent sont suivis, sont écrits, sont censurés par toute une équipe. Parce que cette télé est là pour vénérer le régime dictatorial. Donc, vous comprenez que toute parole qui sort du journaliste reçoit l'approbation de la hiérarchie. Ça veut seulement dire que ça reflète la pensée de Sassou Denis lui-même. Donc en réalité, ce que Télé Congo vous dit, c'est le message que Sassou Denis fait passer au peuple congolais par sa propre télé. Donc ce n'est pas une question de fustiger le journaliste, mais le journaliste ne fait que reporter tout ce qui est écrit. Parce que tout journal est, on peut dire, est censuré au millimètre près. Donc chaque mot, hein, on regarde dans chaque mot, dans chaque ligne, ce qui doit être dit à la télé de Sassou Denis. On va donc aller écouter ce que le journaliste avait dit au cours du journal. Et nous allons donc continuer ce petit direct. Donc permettez-moi simplement de prendre ma caméra et de tourner
Voilà, nous sommes là. Ça, c'est le journal de Télé Congo qu'ils avaient publié le 9 janvier 2020. Et donc, nous allons simplement essayer de jouer. Permettez-moi simplement essayer de monter un peu le son. Et nous allons essayer de jouer. Vous allez écouter ce que le journaliste va dire. Ce que la journaliste, hein, parce que c'est une femme, ce qu'elle va dire. Donc, suivez bien minutieusement ce qu'elle va dire. C'est un décor qu'on pourrait qualifier d'apocalyptique que bon nombre de Brazzavillois ont découvert ce matin à la... Elle a dit un décor apocalyptique. Apocalyptique. Un décor apocalyptique que bon nombre des Brazzavillois ont découvert ce 9 janvier 2020. Vous vous souvenez de ce que nous avons l'habitude de vous dire, que le Congo est rentré dans la phase 0 d'apocalypse? Mais ça a été dit par leurs propres journalistes. Mais les journalistes ne font que relayer le message qui vient de là-haut, du petit préfet de la France que nous appelons Sassou Denis. Donc Sassou Denis dit à leurs journalistes de dire au peuple congolais que nous sommes déjà dans l'apocalypse. Comprenez ça? Le décor apocalyptique, c'est ce que le journaliste avait dit. Donc nous allons essayer de reculer encore pour que vous allez bien comprendre ce message. Ce que la dame est en train de dire ici. La dame vous dit quoi? La dame vous dit décor apocalyptique. Donc on va essayer encore de jouer. Vous allez faire attention à ce qu'elle dit. Allez, paf. Une dizaine de routes seront réhabilitées. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier vient de lancer officiellement la première partie. Voilà pour les titres, les détails. Donc, et suivez bien, suivez bien. C'est un décor qu'on pourrait qualifier d'apocalyptique que bon nombre de Brazzavillois ont découvert ce matin à la Corniche. Une partie de cette voie s'est effondrée sur environ 50 mètres après la pluie de ce matin. La Corniche de Brazzaville n'a pu résister face à la pluie diluvienne tombée dans la nuit du 8 au 9 janvier sur la ville. Cette voie construite il y a environ 4 années seulement est désormais interdite d'accès au public. Elle se trouve dans un état d'effondrement à la hauteur du ministère de la Défense. Ça me dépasse. Ça dépasse. Là, c'est ici le goudron. La voie ici, mais ailleurs. Donc, ça dépasse, on ne peut même pas. C'est un grand bijou, cette avenue de la Corniche, là, jusqu'à Matour, là. C'est un grand bijou. Mais pour que ça puisse durer longtemps, il faut qu'il y ait une équipe de suivi. La route qu'on vient de faire, même pas 5 ans, 6 ans, bon, ça se casse comme ça, mais c'est un dégât. Hein, vous vous rendez compte, on fait sortir de l'argent au niveau du trésor pour faire des travaux. Bon, il n'y a pas de suivi, les gens qui viennent, qui surveillent les travaux, je ne sais pas. Mais non, mais évidemment, mais c'est pas possible. Cette infrastructure routière, construite à plus de 70 milliards de francs CFA, laisse désormais présager auprès de bon nombre de personnes le doute sur la qualité de l'ouvrage. Bon, c'est bien dommage, hein. On entend la population crier les Chinois et d'autres disent le gouvernement et tout ce qui suit, mais nous savons comment ça se passe. On ne peut pas situer les torts tant qu'on n'a pas vraiment les véritables informations. Tenez-vous bien, le risque de voir toute cette voie s'effondrer est encore énorme, puisque les pluies n'arrêtent pas de tomber, malgré cette période de petite saison sèche. Elle a dit quoi? Décor apocalyptique. Donc, souvenez-vous, hein, nous avons l'habitude de vous dire que le Congo est rentré dans la phase d'apocalypse, n'est-ce pas? La télé Congo vient de confirmer ce que nous avons l'habitude de dire, que le Congo est rentré dans l'apocalypse. Et tout ce que les journalistes disent à la télé Congo sont censurés, et minutieusement censurés. Donc ce qu'elle dit, c'est le message de Sassou Denis lui-même, qui vous dit au peuple congolais, vous êtes dans l'apocalypse économique, dans l'apocalypse culturelle, dans l'apocalypse sociale, dans l'apocalypse en général. L'apocalypse veut dire tous les fléaux compliqués frappent le Congo. Nous en sommes là, les destructions que nous avons annoncées. Donc, ceux qui viennent nous insulter quand on dit le Congo est dans la phase 0 apocalyptique,
Là, vous avez la confirmation par quoi? Par la télé foufou, qui est la télé de Sassou, parce que cette télé reflète les pensées de la tête de Sassou. La télé, là, est là pour la propagande. Donc, cette télé-là, cette journaliste-là, cette dame-là, ne peut ne rien dire de ses propres pensées, si ce n'est que ça reflète la pensée de Sassou. Vous voyez, hein? Donc, ça, c'est déjà soldé. Maintenant, comme vous avez vu les cassures, la destruction, hein, ça signifie quoi? Si nous étions dans un pays sérieux, il devait donc y avoir des poursuites judiciaires. Le procureur de la République devait se lever, simplement chercher à comprendre pourquoi cette portion du viaduc s'est cassée. Ça s'est effondré. Ce viaduc qui a été construit, qui a été mis en service en 2015. Donc on peut dire 5 ans après, ça s'est effondré. Pourquoi? Pourquoi le procureur devait lancer des poursuites judiciaires? Pourquoi le procureur devait ouvrir une enquête? C'est parce que la destruction et l'effondrement du viaduc mettaient en danger la vie des citoyens. Donc, ipso facto, ça doit déclencher une enquête. Deuxièmement, il y a eu des fonds publics, des multimilliards de fonds publics qui ont été injectés là-dedans. Donc, le procureur va chercher à comprendre pourquoi un ouvrage qui a été mis en service il y a moins de 6 ans s'est effondré. Pourquoi un ouvrage qui a été construit avec des fonds du contribuable, dont on a décaissé assez d'énormes quantités, s'est effondré en moins de 6 ans, alors que des ouvrages pareils peuvent se rallonger jusqu'à 50 ans, 60 ans. Aujourd'hui, l'Occident construit ces types d'infrastructures pour 90 ans maintenant. Donc, le fait que l'ouvrage a mis en danger la vie des populations, automatiquement ça devait déclencher l'enquête judiciaire. Le procureur de la République devait donc instruire les services de police de mener donc des investigations. Mais c'est quoi les investigations ici? Mais les investigations devaient donc informer le peuple congolais sur le rétablissement de la vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Hein? Le pourquoi et le comment de l'effondrement. C'est ce que le procureur de la République. Trouver donc des coupables, éventuellement les sanctionner. Mais dans les investigations du procureur de la République, il devait donc venir avec ce que nous appelons counter-proposition. C'est-à-dire, le procureur de la République devait donc chercher à travailler avec des compagnies, des experts, qui devaient donc revoir, donc faire des audits approfondis sur tout ce qui a été fait sur les travaux de construction de ce viaduc. Donc on allait regarder, on allait commencer par les contrats, qui les a signés, ça coûtait combien. On allait donc regarder, comparer donc ce type de contrat avec des travaux existants dans des pays voisins, des pays de la sous-région ou les autres pays du monde entier, savoir le fonctionnement financier. Et puis, le procureur de la République devait donc chercher à comprendre l'appui technique. Qu'est-ce qui a été dysfonctionnel? Notamment, quels sont les types de matériaux qui ont été utilisés? Est-ce que l'ouvrage a été construit selon les normes internationales? Et puis, comparer avec ce qui a été construit, vérifier, faire tous les audits techniques en partant du matériau, les calculs d'ingénierie qui ont été réalisés, regarder les compagnies qui ont travaillé autour, on peut dire ici les compagnies chinoises, essayer de regarder leur expertise, qu'est-ce qu'ils ont déjà construit dans le passé, quels sont les types de contrats qu'ils ont déjà pu obtenir dans la sous-région, vous voyez, est-ce que ça posait le même problème, et vérifier tout le calcul technique. C'est ce que nous appelons l'audit approfondi. Et ça, c'est le travail du procureur de la République, parce que le rôle du procureur de la République, c'est de protéger l'État. Donc, protéger le contribuable congolais, protéger le citoyen. Parce que quand vous faites affaire à un viaduc comme ça qui s'effondre, ça doit nécessiter forcément
l'appui de la justice qui devait travailler avec des experts, donc des entreprises totalement impartiales, hein, qui viennent pour faire ces études-là, pour soutenir le dossier du procureur de la République. Vous voyez? Et éventuellement, ce dossier devait nous permettre de comprendre si cette infrastructure a été conçue selon les normes, et nous en sommes convaincus que non, ça n'a jamais été fait. Et à partir de là, le procureur de la République devait donc porter des charges contre les entreprises qui ont travaillé dans ce projet, contre des individus de contrepartie du Congo, du gouvernement, du faux gouvernement du régime Sassou qui ont travaillé dans ce projet, et éventuellement déceler les commissions qui ont été perçues par les gens pour délivrer un faux ouvrage au peuple congolais. Mes chers amis, si nous sommes dans des pays sérieux, c'est ce qui se faisait. Dans ce cas-ci, le procureur est absent. Mais qui est donc le procureur du Congo? C'est Okonga Kala, un parent de Sassou Nguesso. C'est lui qui devait faire ce travail-là. Automatiquement, ça devait déclencher. Puisque Sassou dit qu'il a libéralisé, il a donné des instructions fermes au Conseil supérieur de la magistrature pour que la justice congolaise puisse travailler dans l'indépendance totale. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a toujours clamé, hein, dans tous ses discours, hein, qu'il a instruit, qu'il a dit, la justice devait travailler dans l'indépendance totale, la police devait travailler dans l'indépendance totale. Mais Okonga Kala est absent. Pourquoi? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Où est-il, Okonga Kala? Toutes les fois que nous faisons face à des scandales de ce genre, on peut ici parler des scandales de vol, de pillage d'argent, des assassinats, et là encore l'ouvrage qui s'effondre devant tout le monde. Okonga Kala est totalement absent. Mais qui protège donc le peuple congolais? À quoi donc sert ce Okonga Kala? Il est toujours absent dans tous les scandales, partout, il est toujours absent. Qui va donc protéger le peuple congolais face à des fautes aussi graves, à cette mauvaise conduite, à cette perte des revenus, des ressources pour la nation? Qui va donc protéger le peuple congolais? Toutes les fois que nous faisons face à des impacts négatifs sur des financements publics, parce que le viaduc que vous venez de voir, hein, cette destruction, qu'est-ce qui va entraîner? Ça va entraîner quoi? Des fonds du public qui vont encore sortir du trésor public congolais pour essayer de le réparer. Et pourtant, Bouya Jean-Jacques nous a dit que l'ouvrage a été temporairement reçu, comme nous venons de voir. Mais ils ont déjà parlé de décaisser 2 milliards de francs CFA au trésor public congolais. Et pourquoi? Quand même curieux, si l'ouvrage a été reçu temporairement, pourquoi donc décaisser 2 milliards de francs CFA pour commencer à refaire les travaux? Mais nous savons que du point de vue technique, c'est totalement impossible parce que pour réaliser ce genre de travail, moi, Pongui, étant ingénieur professionnel au Canada, nous savons que nous avons, quand même que nous ne sommes pas l'ingénieur dans le domaine ponts et chaussées, mais nous avons fait la résistance des matériaux, nous avons fait un peu la construction des dalles de béton pour des infrastructures solides comme des réservoirs, des grands réservoirs. Donc il s'agit ici de faire des études sismiques, ce que nous appelons en anglais des boreholes. Borehole, ça signifie quoi? On fait des perforations, on étudie la structure des sols pour voir les quantités des matériaux, l'humidité pour voir le type de sol. Et par rapport à ça, on peut se déterminer, savoir que par ce type de sol, nous avons tant de quantité d'eau, il va donc falloir sélectionner des matériaux nécessaires qui va résister à des quantités d'eau, ou essayer de regarder la fragilité des sols. On va donc sélectionner des matériaux et faire un design approprié qui va donc permettre à la structure de résister par rapport à ce type de sol. Vous voyez, hein, la grande muraille de Chine a été bâtie pour des années, ça n'a jamais montré de faiblesse. Et cette muraille passe par des zones humides, comme un peu cette zone
de la corniche au niveau du Congo-Brazzaville. Vous voyez, en Occident, il y a des ponts qui ont été construits dans des zones humides et ces ponts-là résistent. Pourquoi au Congo, ça n'a pas résisté? Parce que les travaux de faisabilité, ça n'a pas été réalisé. Les calculs approfondis d'ingénierie n'ont pas été réalisés. Et encore, il faut noter que nous avons là une incompétence au niveau du ministère des Plans ou des Travaux publics qui manque des ingénieurs qualifiés qui devaient être donc capables d'approuver les avancements. Parce que ce qui se passe ici, c'est comment? Des infrastructures comme les ponts sont approuvées par des ingénieurs des services techniques du ministère de Transport. Au Canada, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des ingénieurs qui qui approuvent tous les calculs d'ingénieurs, qui vont dans le détail de chaque design proposé et font donc appliquer ces designs-là aux normes du Canada, hein, pour éviter que des compagnies étrangères ou la compagnie qui a été sélectionnée puisse proposer du matériel faible et éventuellement créer donc la destruction d'une infrastructure et causer la mort aux citoyens. Donc le rôle du ministère des Transports, c'est d'embaucher, travailler avec des ingénieurs qualifiés, ceux-là qui font même les travaux, ce que nous appelons de la simulation, ils font des tests sur les matériaux pour se rassurer que les matériaux proposés par le constructeur sont des matériaux appropriés par rapport à l'infrastructure. Et ce qui a manqué au Congo parce que les compagnies chinoises appartiennent à Sassou Denis et pilotées par Bouya Jean-Jacques. Donc une escroquerie, énième escroquerie. Donc on le dit, Bouya Jean-Jacques est complètement absent. On va repartir encore, aller écouter ce que la dame de la télé Congo est en train de dire dans son journal. Donc notre rôle ici, c'est on va continuer à expliquer à notre peuple la magouille qui est en place au Congo-Brazzaville. C'est ça notre rôle dans cette résistance. Nous apportons le côté technique, le côté intelligence pour permettre à notre peuple de comprendre ce qui est en train de se passer. Suite à cet effondrement, une réunion interministérielle s'est tenue à la primature sous l'autorité du Premier ministre Clément Mwamba. D'autres points qui touchent le quotidien des Congolais ont aussi été abordés au cours de cette réunion. Le reportage est de Gildas Maïla et Joachim Miafnamboum. Bon, on ne va pas suivre leur réunion technique parce que nous savons que oui, ils ont mené une réunion d'urgence entre le maire de Brazzaville, le préfet de Brazzaville, Mwamba Clément. Tout ça c'est zéro parce qu'ils sont nuls, ils sont bidons. Ça c'est pourquoi ils vont encore sortir des fonds au trésor public congolais et continuer d'embrouiller le peuple congolais. On sait que ces gens-là sont c'est des gens qui fonctionnent avec une incompétence notoire. Hein? Qu'il s'agit de Mwamba, c'est des gens qui ont fait des diplômes, ils ont étudié dans les écoles dépassées, hein, des années 60. L'ingénierie augmente, même les banques et finances, hein, les standards changent, tout change, l'économie change. L'économie des années 60 ne peut plus être répertoriée à l'économie pareille. Donc ces gens-là ne sont pas des gestionnaires de l'État, c'est des voyous qui sont là en train de faire endormir le peuple. La réunion d'urgence ne va absolument rien apporter. Je vais essayer rapidement de regarder si je peux dépasser cette section pour aller regarder là où nous avons vu Bouya parler. Je vais essayer de voir là. On va essayer de jouer et on va écouter. Il était aussi question pour... bon, ça c'est Mungala qui parle. Mungala, on n'a pas besoin de lui. C'est un petit griot. D'ailleurs, du point de vue intellectuel, il est nul parce qu'un intellectuel qui potentiellement a fait des grandes études ne peut pas se comporter de cette façon. Mungala, c'est quelqu'un qui lèche les orteils de Sassou. Il est là pour accompagner la dictature de Sassou. Il n'est pas là pour le peuple congolais. Thierry Mungala est un pauvre type, hein? Mais moi je comprends parce que il va se cacher derrière le régime Sassou pour dire que c'est par rapport à sa présentation physique, mais on s'en fout de ça, hein? Il faut dire que c'est un petit voyou qui est en train de piller le Congo, qui vole l'argent du Congo et qui veut utiliser son handicap physique
comme un moyen de se taper de l'argent au Congo, mais on s'en fout de tout ça là. On va essayer rapidement. On va essayer rapidement d'écouter ce que la journaliste est en train de dire ici. C'est ça notre rôle. On apporte le côté intellectuel, le côté réflexion pour pousser le peuple congolais à comprendre ce qui est en train de se passer. Le Blue est fermé à la circulation des automobilistes et piétons pour cause de travaux. Tout contrevenant sera exposé aux sanctions prévues par les textes en vigueur, d'après un communiqué du maire de Brazzaville, Christian Roger Okemba. Au regard de la gravité de la situation, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, est descendu sur les lieux et il a évoqué ce qui pourraient être les raisons de cet effondrement. Selon lui, la crue serait à l'origine de ce dégât. Bon, vous comprenez ça, chers amis. Bouya dit que c'est la crue qui est à l'origine de ces dégâts. Bouya est-il un ingénieur? A-t-il réalisé les travaux de simulation, utiliser des logiciels pour chercher à comprendre ce qui s'est passé? Bouya se substitue aux ingénieurs. Bouya connaît déjà le problème sans pourtant faire de l'expertise. Moi, c'est ce que moi non, franchement, chers compatriotes congolais, démocrates, capables du monde entier, c'est incroyable. Bouya connaît déjà le problème. Il dit, c'est la crue des eaux. On va écouter ce que Bouya va dire. C'est tellement ridicule, ces gens-là, ils n'ont pas honte. Ils se sont ridiculisés à un niveau où on ne peut pas comprendre. Voilà le grand problème. Les routes sont construites par des graisseurs, parce qu'il y a une vidéo qui circule qui nous dit Bouya est un graisseur des, comment on appelle, des roulements des avions. Voilà. Mais c'est l'État congolais. C'est l'État congolais. Sassou a dit qu'il va arrêter ceux qui ont mal géré. Bouya est là, on est rentré ensemble, on était bleu, un graisseur. Un bleu, Bouya. Je le dis. Je suis du Nord. Je faisais travailler à la Serena. Aujourd'hui, il devient milliardaire. Ils n'ont qu'à commencer à arrêter Bouya. Puisque là, nous, on a tout subi. Ça, c'est mon 15e année en Gamakoso. On est rentré ensemble avec le préfet qui est la ville de Brazzaville, au Nanga. On est rentré ensemble. J'ai 15 ans aujourd'hui, je suis retraité. Maintenant, ils parlent que c'est qu'ils ont mal géré, il faut arrêter. Donc, c'est lui, c'est la gestion financière du Congo, il faut donner aux parents pour que ça va bien tourner. Je le dis, il faut le faire passer. Et je suis un agent, je suis du Nord comme lui. Bouya du Nord, moi je suis du Nord, c'est du Nord, moi comme du Nord. Donc, c'est malheureux. Hein, pour un pays, les gens qui vont jusqu'à Claudia, il va aller comment? Hein, de quitter là-bas ici, il faut 100 francs, 150, et jusqu'à l'autre là, 150. Maintenant, qui peut donner le chantier, peut-être aux Chinois. Puis l'entreprise qui était ici, c'est pour Bouya. C'est qu'on a vu, c'est Bouya. Il a fait sortir l'argent 3 milliards, la caisse 14, trésor. Celui qui était chef de caisse trésor, Bonan Antoine, qui est retraité. Je le dis, Bonan Antoine, qui a donné 3 milliards. Est-ce que ça, c'est combien de temps? De voir un peu si on a la chance de voir cette vidéo. Voilà, un graisseur des roulements de l'armée de l'air qui se transforme en ingénieur et qui découvre le problème qui a fait effondrer la section du viaduc de Brazzaville. Et ça, c'est qui? Bouya Jean-Jacques. Moi, il y a des moments, ça me fait rigoler. Hein? Parce que pour découvrir le problème, il faut quoi? Il faut que les experts viennent sur le terrain. Il faut que les analyses approfondies puissent être faites. Il faut faire le sismique, hein, les études sismiques de la région. Je suis convaincu, chers amis, j'en suis 100% convaincu que ce régime de Sassou, ni les ingénieurs chinois, ni les ingénieurs français ne connaissent même pas l'indice sismique de cette région-là. C'est quoi l'indice sismique? Ce sont des calculs, hein, des analyses qui se font. Ça se donne par un coefficient SA, hein, entre parenthèses, 0.2. SA 0.2, c'est ça l'indice sismique. Dans chaque région du monde, il y a des analyses géologiques qui se font pour déterminer l'indice sismique. L'indice sismique, c'est le début pour construire une nation, construire une infrastructure. Vous ne pouvez pas bâtir une infrastructure de ce genre sans connaître l'indice sismique. Nous sommes dans quelle zone sismique? Est-ce que nous sommes dans une zone de grand risque de tremblement de terre où les terres peuvent bouger?
ou comme le cas au présent, ceux qui sont en train d'accuser ici, ils ne savent. Je suis convaincu, je lance un challenge à Bouya Jean-Jacques, à Sassou Denis, qui vient nous dire c'est quoi l'indice sismique, c'est-à-dire le coefficient SA 0.2 de cette région-là où ils ont construit les viaducs. C'est ça. Ceux qui ont fait ponts et chaussées, je crois qu'ils viendront appuyer ça, chers amis, parce que nous avons fait des grandes études dans ce domaine et nous savons que l'indice sismique est très important dans la construction des infrastructures de ce genre. Et nous en sommes convaincus que Bouya ne connaît même pas l'indice sismique, mais Bouya, l'ingénieur Bouya, connaît déjà le problème qui a fait que la section du viaduc s'effondre. On va écouter ce que la dame est en train de dire. Voilà, nous sommes là pour éclairer le peuple congolais et le monde entier. L'expertise va se faire parce qu'il faut d'abord faire l'expertise. Savoir exactement comment le glissement de terrain a pu se faire, que s'est-il passé, mais nous savons qu'avec une pluie décennale comme celle-ci, effectivement, les balastres qui soutiennent l'ensemble de cette chaussée. Chers amis, il faut que les experts comprennent que le glissement de terrain, comment le glissement de terrain a pu se faire. Bouya Jean-Jacques, il doit savoir qu'au Congo, il y a des ingénieurs congolais qui ont fait ponts et chaussées. Il y a aussi ceux qui ont fait génie mécanique, thermodynamique, la résistance des matériaux. Et nous avons fait la résistance des matériaux. Le glissement fait partie ce que nous appelons des calculs d'ingénieurs. Hein? Voilà pourquoi nous avons dit qu'il est très important de connaître l'indice sismique ou le coefficient sismique de cette région. Parce que quand vous faites vos calculs, vous tenez en compte ce glissement-là. Donc si ces gens-là avaient pris en compte leur glissement, ils devaient donc préparer des matériaux nécessaires, le type de béton qu'ils ont utilisé, le type on appelle ça reinforcing, donc du métal qui a été utilisé pour renforcer le béton armé, hein, pour le solidifier la structure. Hein. Ça ne sera plus le fer de 12 comme vous utilisez, ou le fer, je ne sais pas, de 8, peut-être le fer de 25 mm de diamètre, hein, tu vois, les fers à béton pour renforcer la structure. Et dans quel espace ce métal-là, ce que nous appelons steel reinforcing, dans combien d'espace on va donc mettre ces métal-là pour solidifier la structure. Oui, chers amis. Donc, Bouya vous dit, on ne sait pas dans quelles conditions le glissement s'est réalisé. Mais le glissement est pris en compte dans le calcul. Si dans le calcul d'ingénieur réalisé par l'entreprise chinoise ou l'entreprise française, on a pris en compte le coefficient sismique et tous les calculs d'ingénieur, quel que soit le glissement qui devait se réaliser, la structure devait simplement jouer comme un arbre. Ça devait simplement bouger peut-être, on peut dire, 10 degrés à la verticale et peut-être 5 degrés à l'horizontale. Hein, résister à n'importe quel glissement de terrain. Parce qu'on a prévu tous les calculs nécessaires. Et là, Bouya vous dit, nous ne savons pas dans quelle mesure ce glissement a pu se réaliser. Ça veut simplement dire qu'aucun calcul d'ingénieur a été réalisé. Et nous lançons un challenge à Bouya de nous publier tous les calculs d'ingénieurs qui ont été réalisés. Et nous dirons au peuple congolais là où ils ont faussé leurs calculs. C'est ça. Parce que notre spécialité, c'est le calcul d'ingénieurs. C'est ça. Nous allons démontrer au peuple congolais par A plus B là où ils ont failli dans leurs calculs. Nous lançons le challenge à Bouya Jean-Jacques, aux entreprises chinoises et les entreprises françaises de mettre en ligne tous les calculs d'ingénieurs qu'ils ont réalisés sur cette structure. Nous, de poser aussi le design, c'est-à-dire le dessin 3D hein, de cette structure. Nous allons mener les simulations. Nous, ici, nous allons mener les simulations et nous allons vous dire c'est quoi le problème. Voilà, Bouya vous dit, il ne sait pas, alors que ça devait être pris en compte dans le calcul. Donc vous voyez que, chers amis, nous faisons affaire à des amateurs, aux gens qui sont en train de s'amuser avec le titre d'ingénieur et ces compagnies qui appartiennent à Sassou et Bouya, mais qui se tapent de l'argent derrière le dos du peuple congolais. Bien sûr, ces infrastructures vont continuer à saigner le trésor public congolais. On va continuer d'écouter ce que Bouya Jean-Jacques est en train de nous dire, qu'ils vont faire des analyses des balasses
et que les ballons sont restés beaucoup longtemps dans l'eau. Par ici, rester longtemps dans l'eau. C'était des zones habituellement qui sont hors de l'eau. Et à la décrue qui commence, effectivement, il y a certains matériaux qui deviennent faillables. C'est pour ça que nous avons demandé aux experts, que ce soit de la partie de la corniche construite par la société française, que ce soit cette partie-ci, que l'expertise se fasse le long de toutes les berges pour vérifier effectivement la solidité après la décrue. Mais c'était quelque chose qui avait été prévu. Mais c'est arrivé avant, parce qu'après la décrue, on devrait expertiser le long des berges pour voir la solidité des matériaux autour, parce que ces matériaux n'étaient pas supposés être dans l'eau aussi longtemps. La route devait être consolidée. De toutes les façons, elle a été réceptionnée provisoirement pour apprécier le comportement de cette chaussée. Il s'est passé donc ces glissements de terrain. Donc il va falloir, à ce moment-là, l'entreprise va se mettre à pied d'œuvre après cette expertise, conforter donc de nouveau la chaussée, réorganiser la chaussée telle qu'elle était avant. Bon, vous avez entendu ce que l'ingénieur Bouya venait de dire. L'ingénieur Bouya accuse les matériaux. Bon, nous avons, c'est clair, hein, vous êtes en train de construire une infrastructure dans une zone humide, n'est-ce pas? Permettez-moi simplement de poser cette caméra. Vous êtes en train de construire cette structure dans une zone humide, n'est-ce pas? Mais comment voulez-vous dire au peuple congolais que les matériaux que vous avez sélectionnés n'étaient pas censés de rester assez longtemps dans l'eau, donc les matériaux sont devenus, on peut dire, brittle, donc c'est-à-dire fragiles, hein, donc c'est-à-dire que l'eau a pu décomposer à la vitesse grand V les matériaux. Quand même bizarre, hein? Sachant que toutes ces zones humides, dans la sélection des matériaux, éventuellement quand on fait les simulations, parce que quand vous construisez un type de structure, vous faites le design 3D, vous faites passer les simulations, vous faites donc les simulations, c'est des logiciels, hein, qu'on utilise, hein. Vous pouvez utiliser NC, vous pouvez utiliser les récents de matériaux pour faire ce qu'on appelle en anglais les Final Element Analysis, c'est-à-dire que ça c'est un peu trop dur pour vous. Bon, c'est des simulations que vous faites le 3D, vous le projetez dans un software et vous faites les analyses, c'est-à-dire que vous faites rentrer le coefficient, vous secouez la terre dans ces simulations, vous allez voir le comportement de la structure. Vous injectez le vent, la vitesse du vent, et donc vous allez donc mettre les paramètres de votre design, hein. Par exemple, vous allez faire que bon, ce pont peut résister à un vent à la vitesse de 100 km/h. Donc vous êtes sûr que les matériaux que vous allez sélectionner sont capables de pouvoir résister au vent à la vitesse de 100 km/h. Et quand vous faites votre design 3D, parce que le design 3D n'est que le schéma réel, hein, parce que vous projetez déjà là, vous allez faire passer, vous connaissez les dimensions, ainsi de suite. Et donc, dans ces simulations, comme nous sommes en train de dire, vous projetez sur l'ordinateur qui vous dit la vitesse du vent à 100 km/h, vous allez voir donc le comportement de la structure, hein. Si vous remarquez qu'à un point de la structure, ce que nous appelons le Final Element Analysis, je ne connais pas trop exactement l'expression en français, mais nous on le fait en anglais, et le Final Element Analysis va regarder les points des contraintes, hein, quand vous projetez 100 km/h, les points des contraintes. Quels sont les points des contraintes qui va poser assez de stress. Et ça va vous permettre, le stress c'est simplement des contraintes, c'est-à-dire que là où il y a le vent peut impacter, hein, négativement la structure. Et plus vous essayez d'améliorer en remplaçant du matériau nécessaire ou augmenter l'épaisseur, augmenter la longueur ou diminuer, ça ce sont des paramètres que un design ingénieur fait, hein, de la structure. Et tous les buildings que vous voyez là, c'est comme ça que ça se fait toujours, hein. Toutes les structures, les ponts, c'est comme ça que ça se fait toujours. Ouais, chers amis. Et ça vous permet d'améliorer les conditions. Vous changez le matériau, vous augmentez les épaisseurs, vous pouvez peut-être diminuer, ainsi de suite. Hein, si vous faites ce qu'on nous appelle de la modélisation de la structure.
Vous voyez, chers amis. Et vous le savez que vous êtes dans la zone humide. Hein, on ne peut pas ici accuser la crue parce qu'il faut prendre en considération la crue. Vous êtes dans un viaduc là. Hein, ça veut dire que vous êtes en constante permanence avec de l'eau là. Vous voyez, chers amis. Donc on ne peut pas dire que les matériaux là ont été conçus pour rester hors de l'eau. Totalement impossible. Il faut prendre en considération les températures, l'humidité, ainsi de suite. Donc vous voyez que je suis convaincu, chers amis, si j'ai ce dossier technique-là, je suis capable de dire aux Congolais, là où Buya a failli, là où les ingénieurs français ont failli, là où les ingénieurs chinois ont failli. Mais parfois, ce n'est pas de leur faute, parce qu'on leur a dit, non, 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 vous ne pouvez pas faire ce genre de calcul, nous voulons simplement, pour notre image, mettre cette route-là, faites ça n'importe comment vous voulez, nous voulons simplement la route. Parce que je suis convaincu que les ingénieurs français vont chercher aussi à sauvegarder leur réputation, la réputation de leur compagnie, la réputation de leur diplôme, la réputation de leur accréditation en tant qu'ingénieur. Je suis convaincu que si nous étions ici au Canada, tous les ingénieurs qui ont travaillé dans ce projet-là, on devait leur revoquer la licence d'ingénieur professionnel. Vous voyez, chers amis. Donc Buya ne peut pas nous dire que Buya qui connaît déjà le problème, parce que les matériaux sont restés longtemps dans l'eau, ça c'est faux ça, chers amis. Ça vous demande que la structure n'a pas été bien réalisée. Bon, je vais simplement essayer d'ajuster cette caméra. Voilà, la structure n'a pas été. Donc on peut le dire que Buya Jean-Jacques tourne en rond le peuple congolais. Hein? C'est totalement faux. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est totalement faux. Le design n'a pas été réalisé dans les normes de l'art, où ça n'a pas été bâti selon les normes. Il faut le dire qu'il y a deux entreprises. Il y a l'entreprise chinoise qui a fait les travaux et il y a l'entreprise française qui a fait l'inspection. Vous voyez que même l'entreprise française a approuvé. Pourquoi ils ont approuvé? Parce qu'on leur a simplement dit, fermez vos gueules, vous avez eu votre argent et nous voulons simplement voir la route. Mais encore une chose, il ne faut parfois pas aussi condamner les Chinois, parce que comme nous avons l'habitude de dire, pour les Chinois, chaque chose a un prix totalement différent. Et puis, la qualité varie en fonction du prix. Si vous dites aux Chinois, nous voulons un Jordan, une chaussure Jordan, ou un Louis Vuitton à 1000 $, ben, vous dites que nous, on a seulement 20 $, le Chinois va toujours te donner le Louis Vuitton ou la chaussure Jordan, mais à ce prix-là. Mais la qualité ne sera pas le même. Quand tu vas dire au Chinois, mais j'ai voulu l'original, le Chinois va te dire, mais ça ne vaut pas le prix. Et c'est comme ça que le Chinois va fonctionner. C'est comme ça que le Chinois fait toujours le business. Voyez? Bon, nous savons que dans la magouille internationale, la grande partie, qu'est-ce qui se passe? Le Congo s'endette. Le Congo va prendre un prêt. Mais le prêt est partagé aujourd'hui par qui? Par deux nations. Il y a la Chine et la France. La France a compris qu'elle ne peut pas compete. On compete en anglais. Elle ne peut pas mener la compétition aux Chinois. La France ne peut que s'embarquer, les entreprises françaises. Donc, eux, ils veulent aussi prendre leur part du gâteau. Comment prendre leur part du gâteau? Mais en travaillant en collaboration avec les Chinois. Donc, en approuvant et ils s'en foutent du reste. En même temps, Buya tire sa commission. Donc, vous voyez que vous devez comprendre une chose. Ce qui est très grave, c'est que pour le cas du Congo, il n'y a pas de sanctions. Hein? Toutes les fois qu'il y a un scandale au Congo, il y a 0 sanction. Le cas de l'effondrement de cette route, en moins de 5 ans, il devait y avoir des sanctions. Hein? Sassou ne sanctionne pas. Pourquoi Sassou ne sanctionne pas? Parce que lui-même il fait partie de cette pyramide des gens qui volent l'argent du Congo parce que les entreprises chinoises appartiennent à Sassou. C'est ça qui est la réalité. C'est ce que le peuple congolais doit comprendre. Il y a 0 sanction. Mais il y a un homme aussi qui a joué au scénario. C'est Elongo Jean Didier. Hein? Et lui, il était responsable du contrôle des marchés publics. Nous savons qu'il avait été, entre guillemets, condamné pour 2 ans seulement pour avoir pillé des multimilliards de dollars du Congo. Et il est allé faire quelques mois. On l'a sorti sous prétexte d'être malade, curieux. L'homme, un prisonnier, mais on l'a sorti, mais qui se retrouve dans le comité central du Parti congolais du travail. Et qui n'est jamais reparti en prison.
Donc vous voyez que Jean-Didier Elongo n'était qu'une figure hein, de la mafia, parce que Jean-Didier Elongo, c'est le petit de Bouya Jean-Jacques. Bouya Jean-Jacques lui-même, c'est le neveu de Sassou. Et les entreprises chinoises ou françaises qui travaillent au Congo appartiennent à Sassou. Donc vous voyez que tous ceux qui volent payent la commission pour éviter d'aller en prison ou éviter les répressions policières à Sassou. Et donc, personne n'est sanctionné. C'est comme ça que ça fonctionne au Congo. Vous voyez, si nous étions dans un pays sérieux, au Congo-Kala devait se lever et des sanctions devaient déjà tomber, des investigations devaient déjà se déclencher. Mais dans le cas du Congo, rien n'est fait. Rien n'est fait. Vous voyez, les anti-valeurs dont Sassou nous parle ici, mais éventuellement c'est cela les anti-valeurs. Personne n'est sanctionné. Et c'est lui qui dit que désormais la justice va sanctionner, mais la justice est sous la gouverne du despote d'Ocratie, le petit préfet de la France, que nous appelons ici Sassou Denis. C'est cela, chers amis. Donc vous voyez que le mauvais boulot est réalisé, la surfacturation est réalisée, l'encaissement des multimilliards du Congo dans les poches des voleurs, personne, zéro sanction, personne n'est sanctionné. Par contre, ce même Sassou, il est venu vous dire quoi? Ben à Madingou, il y a des jeunes qui ont volé des lampadaires. C'était devenu une arrestation. Même à le dire dans son discours à ses députés. Hein? Combien coûterait un lampadaire par rapport à tous les multimilliards de dollars de l'argent du contribuable congolais qui ont été volés dans les constructions sur du sable de Sassou Nguesso et de Bouya Jean-Jacques? C'est à vous de comparer. Des multimilliards s'évaporent, personne ne dit rien. Vous voyez. Quand même que le viaduc devait causer la mort aux citoyens congolais, rien n'est fait. Une perte des vies, mais aucune sanction. Tout le monde est en liberté. Personne ne démissionne aussi, parce que ça fait partie de la pyramide de la dictature. Personne ne démissionne tant que le chef mafieux est là, parce que tout un chacun a acheté sa protection judiciaire et policière auprès du despote d'Oyo, le petit préfet de la France, que nous appelons ici Sassou Denis, l'homme à la coiffe du diable, le chronique paresseux national, le Nyongolong, que nous avons l'habitude d'appeler, celui qui a dit « j'ai perdu une page ». Vous vous souvenez de ça, chers amis? Donc vous voyez que c'est quand même compliqué. Donc on vous le dit ici, chers amis. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce viaduc-là va devenir une source qui va continuellement saigner le trésor public congolais. Parce que les réparations coûteront plus cher que les dépenses initiales. À l'heure où nous sommes en train de parler, Bouya vous dit que c'était temporairement reçu, mais ils sont déjà prêts à décaisser 2 milliards de francs CFA au trésor public congolais pour relancer les travaux. Curieux, chers amis. Donc, ça veut dire quoi? Du jus qu'on va continuer à donner aux entreprises chinoises et aux entreprises françaises, mais en réalité, ce sont ces entreprises qui sont contrôlées à 100% par Sassou Denis. Donc l'argent sort du trésor, va continuer à aller encore renflouer les poches de ces mêmes criminels qui ont confisqué l'État congolais, qui se cachent derrière la nation, qui se cachent derrière la diplomatie pour piller le Congo-Brazzaville. C'est cela qui est la réalité. Mais dans tout ça, toutes les bouches sont cousues. Toutes les bouches sont cousues. Qu'il s'agit des faux opposants du Congo-Brazzaville, Mabiala Saki Pascal, un con, ça c'est clair, un con, un idiot, un homme qui manque de conviction, il a fermé sa bouche cousue. Il s'agit de Kolela Guy Parfait, bouche cousue. Mathias, bouche cousue, Mirassa, Mounari, Boao, toute cette pourriture de l'opposition, ils ont tous zigouillé leur bouche parce que tous dépendent de la dictature. Personne n'en parle. Le peuple congolais erre de gauche à droite. Les fonds sont dépensés, enfumés. Personne ne dit rien. Les multinationales, des Sassou et Bouya, continuent de taper du bénéfice. Par contre, le peuple congolais est toujours laissé aux abois et dans la difficulté. Voilà pourquoi nous exigeons de Bouya, aux Chinois et aux Français, de tout arrêter. De tout arrêter.
parce que vous allez continuer à saigner le trésor public. Le viaduc finira par s'écrouler. C'est cela qui est la réalité. Parce que vous n'avez pas fait des études nécessaires pour solidifier cet ouvrage-là. Qu'ils ne touchent à rien, qu'ils ferment leurs bagages. Voilà, parce que les vrais enfants du Congo viendront pour reconstruire ce pays sur des bases solides. Les urgences, ce n'est pas le viaduc de Sassou Nguesso, ni de Bouya Jean-Jacques, ni des Chinois, ni de Français. Les urgences, c'est le centre hospitalier universitaire de Brazzaville qui est totalement détruit. Ce sont tous les hôpitaux du Congo. Que vous voyez les grandes villes du Congo, que vous voyez Owando, que vous voyez Sibiti, Dolizy, Nkayi, Pointe-Noire, toutes les grandes villes du Congo, que vous voyez Kinkala, et ainsi de suite. Ces villes-là ont des grands problèmes parce qu'aucun hôpital est fonctionnel. C'est là la priorité. Les 2 milliards que vous voulez aller décaisser continuent à renflouer les caisses des entreprises chinoises, donc les entreprises de Bouya, Jean-Jacques et de Sassou Denis. Alors, de grâce, injectez ces 2 milliards-là dans les hôpitaux pour sauvegarder la vie de nos concitoyens. Les priorités, ce sont les écoles congolaises qui manquent de tables bancs, qui manquent de tout, des salles surdimensionnées. On peut dire des étudiants, hein, bondés comme il n'y en a pas, des gens qui s'asseyent à même le sol. Pouf, l'éducation est pourrie au Congo. C'est là la priorité. Ce n'est pas le viaduc de Sassou. Voyez, chers amis. La priorité, ce sont les services sociaux, le paiement des pensions, des salaires, les pensions des retraités, des salaires des fonctionnaires, des bourses des étudiants, aménager les maternités, les services sociaux pour des femmes, les plus démunis, hein, les pygmées, hein, nos autochtones. Hein. Les femmes sont aujourd'hui les plus discriminées. C'est là la priorité. Ce n'est pas le viaduc de Sassou Denis et Bouya qui va devenir on peut dire une machine cash flow pour le régime Sassou. L'urgence, c'est le départ des voleurs. Donc, l'arrestation de Sassou, l'arrestation de Bouya, l'arrestation de Ondongo Gilbert, l'arrestation de Christelle Denis, de Claudia, de Okemba Dominique, des faux généraux au pouvoir au Congo, de toute cette racaille politique, c'est l'arrestation de ces individus-là pour que ces gens-là puissent restituer les fonds du Congo qu'ils ont volés. C'est là la priorité. La priorité, c'est de respecter les 48 mesures du Fonds monétaire international, c'est-à-dire mettre en place une commission de lutte contre la fraude et la corruption, les audits au niveau de la Société nationale des pétroles du Congo, au niveau de la congolaise de raffinage que nous appelons la CORAF, dont le bois congolais, c'est ça les urgences, c'est là-bas. Voyez, chers amis. Donc la réunion de crise dit par Mungala Thierry, un con qui nous parle de task force. Tu sais qu'est-ce que c'est une task force économie? Tu connais déjà qu'est-ce que c'est cette expression en anglais? Task force, ça veut dire quoi? Tu vois, quelle force économique au Congo? Ces individus que tu es venu rassembler, qu'il s'agit du maire de Brazzaville qui vous dit que la morgue c'est leur poumon économique, qu'il s'agit du préfet de Brazzaville qui est en train de voir toute la ville en train de s'éventrer. Il a quelle intelligence? Qu'il s'agit de Mwamba Clément qui a déjà, ses yeux se sont déjà déplacés, ce n'est plus là, c'est devenu là. Celui-là qui dort partout, même dans la journée. Et lui-même, Thierry Mungala, du point de vue intellectuel, il n'a jamais même travaillé en Europe, jamais travaillé dans sa vie. La première fonction de sa vie, c'est d'aller sucer les orteils de Sassou Denis. Task Force, c'est nous qui allons amener les Task Force. Ça sera les Task Force militaires pour vous déboulonner de là. Task Force économique pour mener les véritables zonites, pour traquer tous les voleurs de la République et récupérer tout le magot du Congo que vous avez tous volé. C'est ça que nous allons faire. Éventuellement, les task force, c'est construire les hôpitaux, remettre le niveau scolaire de nos enfants et éventuellement redonner de la joie aux femmes,
la femme congolaise qui est la première victime de ce système, aux pygmées congolais qui sont les victimes de ce régime. Les urgences, c'est la libération des prisonniers politiques. Voilà, donc, libérer Mokoko, il n'a rien fait. Mokoko a fait quoi? Voilà les voleurs, ceux-là qui ont volé les multimilliards du Congo. C'est ceux-là qui ont assuré l'atteinte à la sûreté de l'État. Parce qu'ils ont volé la nation et ils sont en train de briser la nation. C'est cela la réalité. Mokoko a fait quoi? Vous avez quelle arme que vous avez saisie? Libérez Mokoko tranquillement, laissez-les aller jouir avec ses enfants, ses femmes et tout. Voyez? Les vrais voleurs, c'est Sassou. Sassou, c'est un voleur. Hein? Sassou, c'est... non, mais ce type-là, vraiment, si on me donne Sassou, je veux le manger cru. Je vous le dis, chers amis. Hein? Ce sont eux qui ont brisé la nation. Ils ont tout voulu. Ils ont eu la chance de développer ce pays-là, d'amener, de se faire un nom dans le sens positif au Congo. Ils ont préféré le sens négatif. Donc la destruction complète du Congo. Le déluge dont il nous a promis, les Congolais sont en train de leur voir de leurs propres yeux. Malgré cela, il y a toujours une partie des Congolais qui sont en train d'acclamer. La priorité, c'est la libération des prisonniers politiques. C'est ça la priorité. La priorité, c'est le rapatriement de l'argent du Congo. 14 000 milliards. Donc 14 000 millions de l'argent des générations futures qu'ils ont planqué à l'extérieur du Congo. C'est ça la priorité. Hein? Ce n'est pas le viaduc de Sassou. Je veux comprendre une chose. Je veux continuer de vous faire jouer cette vidéo-là pour que vous allez remarquer ça. Moi, je vais maintenant m'adresser aux populations de Talangaï. Parce que, rapidement, je vais terminer cette vidéo-là rapidement. Après la corniche, d'autres dégâts incalculables causés par cette pluie qui a débuté autour de minuit ont été constatés à Talangaï. Des maisons ont été englouties, forçant des familles à se réfugier au sein des salles de classe de l'école 18 mars. Nelson Zao. En cette période pluvieuse, la population de Talangaï au quartier Petit-Chose ne savent plus à quel saint se vouer. Se préoccupant des habitants de sa circonscription électorale, Isidore Lenga, en compagnie des chefs de quartier et quelques agents de force de l'ordre, ont bravé le climat morose pour constater les dégâts causés par ces dernières pluies. Le constat est amer. Les ruelles sont boueuses et impraticables, de nombreuses habitations sont englouties, obligeant les populations au déménagement. Certains sinistrés ont choisi pour refuge l'école 18 mars. Une situation inquiétante, ne pouvant laisser indifférent Isidore Lenga. J'ai eu des entretiens avec ces populations qui ont érigé comme refuge à l'école 18 mars. C'est un établissement scolaire qui a plus de 2000 enfants. Et ces sinistrés, ils sont moins de 15. Nous les amenons au marché Maman Boilé, provisoirement, qui les restent là d'abord et qui libèrent l'école. Et aujourd'hui même, nous allons faire cette opération. L'ampleur des dégâts occasionnés par ces pluies ont poussé les populations à poser des actes de survie et de désespoir. D'autres ont laissé la colère prendre le dessus. Mais Isidore Lenga les appelle au calme. On va également faire des échanges avec le gouvernement et voir ce qu'on peut trouver comme solution. Le message que je peux lancer à l'endroit des populations, c'est de se calmer. Personne n'accuse personne. L'élus de Talangaï 5 ont offert feu de tout bois pour trouver des solutions à cette situation. Pour mieux se rendre compte de la situation catastrophique provoquée par les pluies de ces derniers jours qui touchent la plupart des quartiers de Brazzaville, Nicodème Okwere, conseiller chargé de l'aménagement et au déguerpissement du domaine public de Brazzaville, a fait la ronde de quelques quartiers pour toucher du doigt la réalité. Le reportage est de Grâce Vanina Nzanga.
Ensablement, érosion, inondation, tels sont les dégâts de pluie à Brazzaville. C'est le constat fait par le conseiller chargé à l'aménagement, au déguerpissement du domaine public à Brazzaville, Nicodème Okwere, au terme de sa ronde dans les quartiers nord et sud de Brazzaville. Durant Pamououmi, en passant par la pharmacie Djaguer, l'avenue Jean-Dominique Okimba, le marché Mamambouale et le quartier Jacques Opango. Vous avez entendu ça? L'avenue Dominique Okemba. Voilà, on va continuer. Le tableau est triste. Le constat, il est très alarmant. Les gens ont construit sur les zones interdites. On ne peut pas construire sur les collines. On ne peut pas construire sur les zones sablonneuses. On ne peut pas. C'est interdit. Il y a eu la faiblesse de l'État. Parce que les quartiers visités, les érosions sont dues aux constructions anarchiques. S'agissant des cas. Bon, mais je crois que vous venez d'entendre ce que le monsieur venait de vous dire ici. Bon. Les populations de Talangaï. Est-ce que vous avez vu Denis Sassou venir vous voir? Non. Vous avez vu qui? Vos fameux députés nommés par Sassou. Les constructions anarchiques. L'État est totalement absent. Ce n'est pas un problème, ce que nous appelons ici le réchauffement climatique, comme Sassou est en train de vous faire miroiter. Mais c'est un problème d'urbanisation. Des canalisations qui manquent, mauvaise planification, mauvaise construction. Les eaux usées n'ont plus de place où aller. Et ces eaux usées-là préfèrent donc aller dans les maisons des gens. C'est cela qui est la réalité. Vous avez vu toutes ces maisons qu'on vous a montrées, c'est des maisons totalement inondées, englouties par du sable. Mais si vous essayez de regarder, quelles sont les premières victimes de ce système-là? Ce sont les populations de Talangaï, de Mikalou, de quartier Mamambouale, de Makabandilou, de Petit Chose, de Nkombo. Vous voyez que toutes les maisons qui sont dans la rue au Boli, à Talangaï là-bas, toutes ces maisons qui sont dans la rue au Boli, totalement englouties par le sable, inondées. Mais qui sont les victimes? Mais ça, c'est les fiefs de qui? De Sassou, le fief de Claudia, le fief de gens de ce régime-là. Vous êtes les premières victimes. Donc, on le dit, chers amis. Oui, les populations sont allées vivre dans une école et le 18 mars, et on dit que le fameux député, Lenga, on vous dit ils étaient que 15. Totalement faux. C'est le mensonge, la manipulation. Souvenez-vous, on vous avait dit que tout ce qui est dit à la télé Congo est calculé et censuré. La télé là, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont là pour censurer. Et donc ça, c'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est des milliers et des milliers de populations qui vivent dans la difficulté. Les maisons sont englouties. Et ça, ce sont les Bangala, les fanatiques de Sassou Nguesso. Mais ils sont incapables de se lever pour dire non, on va chasser Sassou. Ils continuent à applaudir Sassou, à vénérer Sassou malgré leur souffrance. Voyez, comme l'a dit le frère Tom Melvin, si vous voyez tout ce quartier-là, Makabandilou, Nkombo, Petit Chose, vous venez jusqu'au même dans le secteur de Mamambouale là-bas, il n'y a pas un dispensaire, même pas un petit dispensaire. Il faut donc aller à l'hôpital de Talangaï. Vous connaissez là où se trouve l'hôpital de Talangaï? C'est là où était Cronenbourg à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours au même endroit. Donc la brasserie du Congo. Donc vous allez parcourir des kilomètres et des kilomètres avant d'arriver à cet hôpital-là. Et encore, l'hôpital manque de tout. Donc si jamais vous arrivez à cet hôpital-là, on vous dit il faut qu'on vous envoie à Blanche Gomez, par exemple, pour les femmes, à l'époque où Blanche Gomez fonctionnait, ou au CHU, avec les embouteillages sur l'embouteillage au niveau de la route. Très difficile que vous arrivez même au CHU qui manque même du matériau en état, on peut dire, de vivant. Vous allez certainement céder l'âme au cours de route.
Donc, voilà pourquoi on le dit encore que ces populations de Talangaï là, qui sont premières victimes du système Sassou, les populations de Wenze, de Mpila, de dragage, vous voyez, de Nkombo, de Mamambouale, de Makabandilou là-bas, on voit que tous ceux qui vivent dans cette rue, au Boli là, vous êtes les premières victimes. Mais pourquoi vous continuez à supporter ce monsieur? Ce monsieur qui est en train de vous envoyer droit dans la tombe, qui est en train de ruiner vos vies, qui est en train de détruire même les petites maisons que vous avez eues. Mais ce monsieur-là vous dit au Kwere, là, il vous dit c'est un problème, les gens ont mal construit dans les montagnes. Mais qui leur a donné les permis de construire? Ce n'est pas la mairie, c'est approuvé par qui? C'est approuvé par la mairie, donc l'État, l'État des Sassou. Donc l'État des Sassou, sachant que cet État-là a vendu des terrains, a vendu des parcelles, a donné des permis d'occuper, des permis de construire, devait donc planifier les canalisations pour reconduire les eaux. Donc, il faut que les populations puissent bien comprendre que le réchauffement climatique n'a rien à voir dans tout ça. Pourquoi ces réchauffements climatiques-là, c'est seulement au Congo-Brazzaville, c'est seulement dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie. Pourquoi ces réchauffements climatiques-là, les autorités de la République centrafricaine de Bangui ne se plaignent pas, ceux qui sont au Cabinda là-bas, non loin de Pointe-Noire, ne se plaignent pas, ceux qui sont à Luanda ne se plaignent pas, ceux qui sont à Port-Gentil ou à Libreville ne se plaignent pas, ceux qui sont à Douala ou à Yaoundé ne se plaignent pas, ceux qui sont à Kinshasa, à Goma là-bas ne se plaignent pas. Il n'y a qu'au Congo qu'il y a le réchauffement climatique. Alors, ressaisissons-nous, essayons un peu de réfléchir, chers amis. Nous faisons face à une escroquerie aux gens qui sont en train de nous manipuler. Donc il va falloir que nous soyons conscients pour dire le problème c'est Sassou. Il est temps de mettre terme à cette racaille politique, à cette escroquerie politique. Ouais, chers amis. Pour Sassou, pourquoi il veut beaucoup investir l'argent dans le viaduc? Parce que le viaduc représente sa figure, hein, parce que du point de vue international, il a publicité ce viaduc-là. Donc, voilà pourquoi ce viaduc-là va devenir une machine à cash flow pour les entreprises de Sassou et Bouya. Ils vont continuer à faire de l'argent, à saigner le trésor public congolais. Mais ils vont s'en foutre éperdument de ces populations-là. Son fief-là, de l'électorat, il va s'en foutre parce que vous n'êtes pas la figure publique. Il s'en fout de vous, il va vous piétiner. Vous allez mourir là, vous n'avez aucune valeur devant Sassou, ni devant le PCT. Donc il va falloir que vous compreniez ça. Cette lutte-là, c'est une question de la nation, ce n'est pas une question des ethnies. Il va falloir que vous sortiez de cet esclavagisme volontaire que vous vous êtes donné. Hein? Les maisons sont parties, englouties dans le sang, dans le sable, inondées, vous avez tout perdu. Sassou lui-même n'est jamais même venu vous rendre visite là. Pourquoi? Vous ne posez pas cette question? Pourquoi Mouamba n'est pas venu là? Pourquoi Bouya n'est jamais venu vous rendre visite? Mais ils sont allés vous rendre visite à leur viaduc. En express, on a même vu, entre guillemets, les députés nommés de Sassou faire une délégation. Ils sont allés rendre visite. Moi, je vais dire oui, parce que moi, je considère leur viaduc comme un humain maintenant. Parce que tout le monde se déchaîne là-bas. Mais il ne peut pas aller regarder les populations qui les nomment, qui les votent. Entre guillemets, qui les votent. Ils sont absents. Pourquoi? Au fond, la miso baninga. Au fond, la miso. To yebi que bolingi bisote. Pour le bozo, le ba mwana mo yino oyo, mwana mo bembe oyo. Mais oyo zali makambo vérité pour les. Tozo le ba makambo ya vérité. Ba problème na bino bazali kunate. Priorité na bango ezali viaduc na bango parce que ezali visage international ya bango oyo ba esika oyo bakozwa mbongo ya l'état bakoyiba bakontinue koliyiba et bino boza na kati na ba équation na bango te. Donc soki botelemi te biso nyonso loba to boyi Sassou tango bokoloba to boyi Sassou
boleki na étape ya esprit biso nyonso libanda direction bokonzi faut to récupérer bokonzi faut ezonga na peuple tokopia yango na moto oyo alingi mboka na un patriote celui moto oyo akanisaka Congo d'abord bas intérêt étranger te moto oyo alingi mboka na ye e alobaka ba population na ngai nanu bana nanga fo balia nanu Congo na ngai fo balia nanu Congo na ngai mai fo ezala l'hôpital fo ezala tokopia yango na moto wana soki moto wana azali mokongo mongala modondo mobembe mugangulu tokopia yango na moto wana ezali makambo ya Congo donc Sassou na PCT batibino bas esclaves volontaires na bango na identité ba Congo bakoboma bino ba bembe bakoboma bino bango bazoko profiter bana na bango bazali na étranger. Mais là encore il y a un grand problème qui arrive hein pour na bana ya Talangaye bana ya Wenze mpila dragage Wenze bakati nyonso ya Brazzaville ya Congo oyo ba inondation ezakwe ko frapper fort ezali bas épidémie chers amis tozoko loba makambo ba épidémie oyo mikolo nyonso foye bokota botika ko négliger makambo oyo épidémie ekokoya ka lobby après un mois après une année boyebi bino moko baru na biso bakabine na biso ya Congo wana surtout bakabine ya Brazza bakartier mongali wana batalanga kuna boyi toyebi bakambo bakartier wana parce que biso tuzaba na Brazza to koli na Brazza wana toyebi ba situation ya chaque ruelle. Imaginez na bas inondation oyo ba toilette wana ba nye oyo tout po timoli mabulu na ba mapango potika mwa libulu amoke bato nyonso bazotia banie na kati masuba na bas inondation makambo nini ezokosalama banie wana ezokobima ezokokende partout na kati ya Brazzaville baninga tango bas épidémie ekobanda ko frapper bato bakobanda ko daye lokola ba mouche baninga tozali na ba l'hôpital te zéro ezali makambo solo makambo oyo ba faux opposant ya Sassou Nguesso balingi ba bundela ba oyo bato ya PCT ya bureau comité ya parti congolais balingi ba bundela ba député na bino ya Talangaye kuna ya Wenze ya Mikalu balingi ba bundela bazali kuna te bazokomona bas intérêt na bango ba 15 millions ya salaire ba 7 millions ya salaire bango soki babeli na poto ou na Afrique du Sud ou na Angola bango na bana na bango na basi na bango yo soldat ya Sassou Nguesso koro ozali kuna au garde présidentiel tout le monde qui Serge au boa Serge asi discours alingia azoko loba na ba garde ya Sassou o botia fidélité bolingo na bino na Sassou bo renouveler bolingo na bino na Sassou. Je vous exhorte à plus de fidélité au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Tangwa belaka azali na poto na Afrique du Sud bana na ye basi na ye soki bazo bela na poto jet privé yo korokoro a Sassou mwasi na yo abeli mwana abeli akokende wapi baninga oyo ezali makambo Congo ekomi bientôt minuit hein, nani na la lutte na la lutte parce que na lingana na partager idée lobi na okene mosala ba 5 heures du matin fona lamuka hein mais nazali na no wa pona partager makambo oyo na bato na ngai ya Congo makambo ya Congo fo ezala makambo ya biso nyonso to tia maboko to libérer Congo wana Sassou azali mabe pona bino alinga kabino jamais akoki kolinga bino jamais bozali bas esclaves na ye bozoko betela maboko bozoko daye wana ye azo toujours ko bina ko mela ko lia donc bal e komi na maboko na bino résistance ezali pona biso nyonso mikolo ekoya tokopia ba ordre
biso nyonso tozala elongo. Congo wana biso nyonso tozali bana ya Congo, tozali na monopole ya ko sauver Congo. Biso nyonso toleka na étape d'esprit pour te sauver Congo. Mikolo koya toko décrypter lettre ya Sassou Nguesso na ambassadeur ya France. Mokanda wana lingi loba nini toko décrypter parce que bino botanga kaka boye kaka botangi et puis bo oublier. Mais toko décrypter ngo mikolo koya pe toko décrypter discours na ye na ba médias sociaux toko décrypter ngo correctement elingi loba nini dictature elingi loba nini totendu bino mingi nzambe azala na biso ba esprit ya Congo ezala na biso nyonso elongo tango ekomi 2020 c'est 20 sur 20 ya fin ya régime ya Sassou toko frapper fort biso peuple congolais elongo. Merci d'avoir suivi ce direct et prière de passer une bonne nuit. À plus tard. Au revoir.